Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire dans le cadre du Mois du Cœur. Mon nom est Yannick Elliott, je suis vice-président au développement philanthropique à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal et nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire dont le titre est « Réduire les risques de maladies cardiovasculaires par la prévention ». Le format de la présentation sera d'environ 25 minutes. Dr Lallier va nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, nous allons passer à une période de questions. On va vous inviter à utiliser le bouton Q et R qui est au bas de votre écran pour nous écrire vos questions. Et par la suite, nous allons prendre vos questions et les répondre le mieux qu'on l'on peut. Donc, sans plus tarder, je vais vous introduire Dr Philippe Lallier. Donc, Dr Philippe Lallier a obtenu son diplôme de médecine à l'Université de Sherbrooke en 1992. Il a ensuite poursuivi sa formation en cardiologie à l'Université de Montréal, puis une surspécialisation en cardiologie d'intervention et en recherche clinique à l'Institut de cardiologie de Montréal et à la Cleveland Clinic aux États-Unis. Dr Lallier pratique à l'Institut depuis 2000. Il y a occupé des postes de chef de l'unité coronarienne, chef de la cardiologie interventionnelle et depuis 2016, chef de la prévention et de la réadaptation. Finalement, en septembre dernier, il est devenu le directeur de la prévention et de la réadaptation cardiovasculaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ses principaux intérêts cliniques et de recherche sont l'athérosclérose et la cardiomyopathie hypertrophique. Comme professeur titulaire de la clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il participe activement à la formation des résidents et de fellows en cardiologie clinique, en prévention et réadaptation cardiovasculaire et en intervention. Il est conférencier invité sur plusieurs tribunes nationales et internationales. Il œuvre entre autres au Centre EPIC qui contribue à la promotion de la santé et à l'acquisition de saines habitudes de vie pour prévenir les facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires. C'est donc un immense plaisir pour moi de vous introduire, Dr Lallier. Alors, merci beaucoup, Yannick. C'est vraiment très gentil. Alors, bienvenue à tous les participants. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce midi et de discuter du sujet en rubrique. Alors, sans plus tarder, je voudrais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé? Alors, de façon intéressante, la notion de santé s'est débattue depuis que l'humanité s'en préoccupe, donc probablement depuis toujours. Et l'Organisation mondiale de la santé en a trouvé une définition qu'elle maintient depuis 1946 et elle est la suivante. La santé est un état de complet bien-être physique, mais aussi mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je crois que c'est vraiment plein de sens, cette définition-là, et je pense que ça vaut la peine de s'y pencher pendant quelques secondes. Et tant et si bien que ça fait aussi partie de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé qui a établi que la possession du meilleur état de santé que quelqu'un est capable d'atteindre, ça constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Donc, encore une fois, c'est vraiment plein de sens. Du point de vue pratique, le sujet d'aujourd'hui est les maladies cardiovasculaires et la même Organisation mondiale de la santé a promu, ou en tout cas fait la promotion de quelques faits intéressants. Simplement pour commencer et partager avec vous que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et qu'il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause. Une des raisons principales pour laquelle la prévention est un sujet quand même plutôt fondamental. Et on estime même que 17,7 millions de personnes décèdent d'une condition imputable aux maladies cardiovasculaires, presque 31% de la mortalité mondiale globale. Alors, je me permets de vous présenter ici ce que je considère comme étant les ennemis. Deux mots magiques, l'athérosclérose et l'athérothrombose. Sont des mots qui sont un petit peu longs pour expliquer la maladie de base qui cause les conditions comme par exemple l'angine instable, l'infarctus ou la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque, même la mort subite et l'accident vasculaire cérébral. Donc, dans l'encadré du haut, vous voyez un vaisseau sanguin qui est normal, avec trois couches minces et en santé. Et en bas, vous voyez des images de pathologie qui démontrent la maladie qu'on essaie de prévenir ici, qui est l'athérosclérose, et qui consiste en l'accumulation dans la paroi des vaisseaux sanguins artériels de cholestérol, de cellules et de calcium. Dans l'encadré en bas à droite, vous voyez en plus ce qu'on appelle un thrombus ou un caillot
c'est de là que viennent les manifestations cliniques de cette condition-là et qui sont souvent dramatiques, comme par exemple la crise cardiaque. Un caillot se forme et obstrue complètement le vaisseau sanguin et cause ce que les gens ressentent comme une douleur dans la poitrine. Alors, depuis maintenant plusieurs années, disons plus de 20 ans, nous avons déterminé ou mis sur place au Québec des systèmes de soins pour prendre en charge le plus efficacement possible cette condition-là qui est la crise cardiaque. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes à Joliette et que vous faites un symptôme qui ressemble à une crise cardiaque, disons une douleur dans la poitrine, vous appelez le 911, l'ambulance se rend chez vous. Ils vont vous faire sur place, dans votre salon par exemple, un électrocardiogramme et sur ce dernier, si ça détermine que vous êtes en train de faire un infarctus, l'électrocardiogramme va être transmis dans un centre de référence, en l'occurrence l'Institut de cardiologie Montréal, et vous allez être transporté non pas à l'hôpital local, par exemple, de Joliette, mais bien directement dans un centre capable de prendre en charge votre problème de façon efficace et rapide à travers des éléments de haute technologie, comme par exemple la salle d'intervention que vous voyez en bas à gauche. Alors, l'objectif, il se passe essentiellement 10 minutes entre le moment où vous rentrez dans la salle d'intervention et le moment où le vaisseau sanguin est réouvert. Ce que vous voyez effectivement dans l'encadré du milieu en bas, vous voyez le vaisseau sanguin complètement obstrué. Et dans l'encadré en bas à droite, vous voyez le vaisseau sanguin réouvert. Alors, maintenant, la question peut se poser, maintenant qu'on a des systèmes de soins relativement efficaces comme ceux-là, pourquoi est-il nécessaire de parler de prévention? Eh bien, pour deux raisons principales. La première est parce que c'est largement faisable d'éviter la situation dramatique qu'on vient de décrire. Et deuxièmement, il y a une proportion de la population, par exemple jusqu'à 30 de gens qui n'ont jamais la chance d'appeler les services préhospitaliers parce qu'ils meurent subitement au moment de la première manifestation. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un dans votre environnement ou dont vous avez entendu parler qui a subi effectivement une mort subite et qui n'en est évidemment jamais revenu. Fait en sorte que du point de vue pratique, la prévention doit faire partie des considérations dans cette maladie-là. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'on appellerait classiques? Et je dis classiques parce que ça fait de nombreuses années qu'ils sont maintenant connus. Ils ont été identifiés par de grandes études, par exemple l'étude de Framingham qui a été faite en banlieue de Boston. Ça a évalué effectivement des facteurs de risque associés à la maladie cardiovasculaire coronarienne. On parle par exemple de l'âge ou de l'histoire familiale de cette condition-là. Évidemment, ce sont des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, mais il y a aussi 4 facteurs de risque principaux qui, eux, le sont et sur lesquels il a été étudié qu'on peut effectivement avoir un impact majeur sur l'évolution de la condition. Nous allons en parler au cours des prochaines minutes, mais qui représentent le tabagisme, l'hypertension artérielle, le cholestérol ou les lipides et le diabète. Alors, quand on parle de traitement pour ces conditions-là, le tabagisme, évidemment, ça peut se traiter par des remplacements nicotiniques, qu'on parle de timbre ou de gomme ou de spray. On parle aussi de médicaments qui peuvent être utilisés dans certaines circonstances et on parle même de cigarettes électroniques qui, encore une fois, est reconnu comme un moyen extrêmement fiable et utile pour la cessation tabagique et dans un contexte de limitation des méfaits de la cigarette. Alors, en ce qui concerne maintenant l'hypertension artérielle, bien sûr, l'alimentation reconnue, le régime DASH, c'est le plus reconnu de ces régimes-là. On a aussi une foule de médicaments qui agissent efficacement sur la haute pression. Il s'agit effectivement de l'identifier et de la traiter. Et au niveau des lipides, j'aimerais ça vous parler de 2 éléments importants. D'une part, les médicaments, les fameuses statines qu'on entend parler régulièrement dans les médias. Et d'autre part, la nutrition. Ce qui est important de comprendre au niveau des lipides, c'est qu'il y a 2 volets à l'approche du traitement des lipides. D'une part, la quantité, vraisemblablement majoritairement influencée par les médicaments qui sont disponibles maintenant. Et au niveau de la qualité, qui là, c'est majoritairement influencé par l'alimentation. Et les 2 facteurs sont importants dans la gestion de l'impact de ce facteur de risque-là. Pourquoi le diabète est en caractère gras et encerclé en rouge? Eh bien, c'est parce qu'il s'agit du facteur de risque qui représente la plus forte progression du risque cardiovasculaire au cours des dernières années. Le grand CDC américain, donc le Centre pour le contrôle des maladies et de la prévention, a établi que près de 50 de la population américaine a des problèmes liés avec la gestion du sucre, donc diabète ou prédiabète. Et quand on regarde les projections, on pense que d'ici quelques années, par exemple, quelque part en 2026 et 2030, il y aura un taux de diagnostic aux États-Unis de l'ordre de 40 de patients qui vont être diabétiques. Ça représente un fardeau extraordinaire dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires.
parce que tous les patients qui sont diabétiques, leur condition primordiale de présentation de complications est cardiovasculaire. Alors, quand on regarde la contribution relative des facteurs de risque classiques, ça se situe tous autour entre 2 et 4 fois le risque quand on a un facteur de risque. Et de façon particulièrement éloquente, quand on additionne les facteurs de risque, quand on en a plus qu'un, c'est vraiment essentiellement linéaire pour l'augmentation des risques. Et on entend ici, effectivement, dans l'étude qu'on appelait Interheart, qui a été publiée il y a environ une vingtaine d'années, les auteurs ont conclu que collectivement, les facteurs de risque qu'on appellerait classiques peuvent représenter jusqu'à 90% des risques de maladies cardiovasculaires. Et de façon aussi très intéressante, il a aussi été démontré lors de cette étude-là que de contrôler ces facteurs de risque-là avait l'effet inverse. Donc, on était capable de réduire d'autant les risques de maladies cardiovasculaires quand on prenait en charge ces facteurs de risque-là que j'ai appelés modifiables tout à l'heure, parce qu'il est possible pour les individus de faire des changements dans leurs habitudes de vie pour y arriver et changer significativement leur profil de risque. Alors, une autre étude ici qui a été faite chez plus de 20 000 hommes suédois, ça a identifié encore une fois des facteurs de risque qui sont totalement simples à comprendre. On parle d'un poids santé, on parle d'activité physique, on parle de l'absence de tabagisme, on parle de consommation modérée d'alcool et on parle d'alimentation saine. Eh bien, quand on additionne et qu'on modifie ces facteurs de risque-là et qu'on les prend en considération tous, quand on a, par exemple, tous ces facteurs de risque de notre côté, on a réussi à réduire notre risque de maladie cardiovasculaire de l'ordre de 80 %, ce qui est donc fondamental, encore une fois, dans un contexte de prévention, 5 facteurs de risque modifiables représentant des habitudes de vie. Alors, il y a aussi, au cours des dernières années, quand même une évolution importante de facteurs de risque. Les facteurs de risque classiques, bien entendu, font l'objet de campagnes de traitement de plus en plus intensives et de façon générale, on reconnaît quand même une certaine amélioration de la situation, bien qu'elle soit imparfaite. Mais il y a aussi maintenant une foule de nouveaux facteurs de risque qui sont en émergence et dont nous tentons de comprendre la portée et l'impact. Et là, ça va dans un peu tous les sens. On parle de pollution atmosphérique avec les nanoparticules, les microparticules. On parle de bruit même qui augmente le risque de complications cardiovasculaires quand on est exposé de façon trop importante à des bruits constants, par exemple la nuit et dans d'autres moments de la journée. On parle de mauvais sommeil ou d'apnée du sommeil. On parle de microbiome intestinal. On parle de problèmes hématologiques liés au vieillissement des clones cellulaires. Et j'en passe, évidemment. Donc, tout ça pour vous dire que quand nous évaluons le risque de quelqu'un, nous prenons en considération quand même aujourd'hui ces facteurs-là. Et si vous voulez faire le maximum pour prévenir les maladies cardiovasculaires, je vous encourage à considérer ces facteurs-là qui sont en bonne partie environnementaux. Alors, comment prévenir en pratique? Alors, il y a 2 types de prévention. Souvent, on sépare ça en prévention primaire et prévention secondaire. Quand on parle de prévention secondaire, on parle de quelqu'un qui a eu un problème cardiaque aigu, par exemple un infarctus, une crise d'angine, une hospitalisation. Et il y a souvent maintenant, en 2023, une utilisation importante d'éléments technologiques. On parle d'angioplastie, de tuteurs, on parle de chirurgie cardiaque, on parle d'implantation de dispositifs comme par exemple des défibrillateurs, des choses comme ça. Et on ajoute à ça une foule de médicaments reconnus qui sont effectivement très pertinents dans le contexte. Alors ça, c'est pour ce qui est de la prévention secondaire. Et à ça, on ajoute une approche non pharmacologique, donc indépendante des médicaments, qui est additive, dans le fond, aux bénéfices escomptés par les 2 premières interventions qui sont les plus classiques, mais qui sont souvent maintenant l'exercice et l'alimentation moins utilisés à grande échelle. Et c'est ce dont on voudrait peut-être parler aujourd'hui parce que ces mêmes éléments-là sont, comme je le mentionne depuis tout à l'heure, des éléments vraiment fondamentaux dans le contexte de la prévention et en particulier de la prévention primaire chez quelqu'un qui n'aurait pas eu encore d'événements cardiovasculaires et qui essaierait de se mettre dans une situation pour minimiser ce risque-là. Alors, encore une fois, je vous présente ici les résultats d'une étude assez exceptionnelle qui a été présentée par un de nos grands chercheurs, qui est le Dr Jean-Claude Tardif. Il a réussi à montrer en 2019 qu'un traitement à base d'anti-inflammatoires sous forme de colchicine est capable de réduire le risque cardiovasculaire de récidive d'un événement après un infarctus de l'ordre de 23 %. Alors, c'est une des seules études qui a été positive au cours de la dernière décennie, essentiellement dans le contexte des syndromes coronariens aigus. C'est donc une trouvaille exceptionnelle. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention quand même sur le risque résiduel malgré tout. Il reste une proportion du risque
peut-être une majorité du risque qui n'a pas été complètement pris en considération. Et ce risque résiduel-là est un élément que nous tentons tous, chercheurs, cliniciens qui s'occupent de patients qui ont ces conditions-là, à réduire. Donc, évidemment, comment on peut essayer de s'y prendre? Bien, encore une fois, nous revenons à des éléments non pharmacologiques complémentaires sous forme d'alimentation et d'exercice. Alors, brièvement, encore une fois, en guise de survol, à quoi fait-on référence lorsqu'on parle d'exercice? Eh bien, une des définitions de l'ACSM, c'est une activité physique quand ça consiste en des mouvements planifiés, structurés et répétitifs faits dans le but d'améliorer ou de maintenir la forme physique. Donc, on parle de quelque chose de volontaire ici. Et pourquoi faire de l'exercice maintenant? Eh bien, de façon claire, il y a des éléments de traitement, donc des impacts positifs sur une foule de conditions. Évidemment, ce serait vraiment complexe pour nous et peut-être malvenu de ne pas considérer l'activité physique dans le contexte où ça peut prévenir des conditions que nous ne voulons pas avoir, bien entendu. Alors, sur le plan des bénéfices de l'exercice au niveau cardiovasculaire, ça a été extrêmement bien étudié. Nous retenons une augmentation de la force musculaire et de l'endurance. Évidemment, ça fait référence à la capacité de faire des choses. Pour plusieurs personnes, être capable de faire des choses, ça revêt une importance fondamentale et ça améliore dramatiquement la qualité de vie. Après ça, évidemment, ça réduit l'inflammation systémique de manière chronique et on reconnaît ça comme étant un élément intégrateur de tous les facteurs de risque conventionnels. On parle aussi de la sélection préférentielle de gènes de longévité. Donc, ça modifie l'expression des gènes et la façon dont les gènes influencent notre santé globale. Ça réduit la tension artérielle, ça augmente le bon cholestérol, ça réduit la résistance à l'insuline quand on parle de l'épidémie de diabète dont on a parlé tout à l'heure, et ça augmente une foule de substances sécrétées par différents organes qui, encore une fois, provoquent des effets euphorisants de bien-être et qui ont des impacts sur plusieurs autres facteurs. Donc, si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, je vous propose une revue extensive sur le sujet. Je vais juste vous montrer ici que plusieurs organes sont influencés par l'exercice et ces organes-là produisent, dans le fond, une foule de substances, hormones et autres, pour être capable de voir l'effet de l'exercice sur la santé. Maintenant, de façon tout à fait pratique, comment est-ce qu'on évalue un taux d'activité physique suffisant? Eh bien, dans cette étude-là, encore une fois, très contemporaine, publiée en janvier dernier dans une revue qu'on appelle la revue Circulation, ça a évalué effectivement l'impact du nombre de pas sur le risque cardiovasculaire chez les gens de plus de 60 ans. Alors, quand on parle du nombre de pas par jour, donc on parle de dispositifs connectés qui nous disent le nombre de pas qu'on a fait, si on compare, par exemple, en faire autour de 6 à 9 000 versus 2 000, on parle d'une amélioration du risque cardiovasculaire et on le réduit de l'ordre de 40 à 50 %, ce qui est effectivement majeur, sans faire d'intervention complexe ou sans faire d'intervention compliquée. En faire de 6 à 9 000 pas par jour, il faut quand même s'y mettre et il faut quand même le faire. Mais il reste que c'est quelque chose de peu compliqué et qu'on est capable d'intégrer vraisemblablement dans nos activités quotidiennes. Un élément un petit peu différent, il y a une autre étude qui a étudié plus de 25 000 personnes dans une étude britannique. Ça a étudié l'impact de faire des exercices brefs, mais de plus haute intensité. Et on parle, par exemple, de monter les escaliers rapidement avec des paquets d'épicerie, par exemple. On parle d'interventions et d'exercices relativement brefs, de 1 à 2 minutes, par exemple 3 fois par jour pour un total de 3 à 6 minutes d'exercice plus intense par jour. Ça réduit la mortalité globale de 40 % et la mortalité par cancer de 50 %. Alors, quand on intègre ça dans notre vie de tous les jours, ça peut faire une différence significative avec relativement peu d'efforts physiques et on voit là toute la puissance des habitudes de vie. Maintenant, un élément important aussi qui est un concept qui existe maintenant depuis longtemps. Ça a été publié, cet article-là, par exemple, en 2003, ça fait donc plus de 20 ans, mais c'est un concept qui revient de façon très, très dominante dans le discours public, c'est la capacité de vieillir en bonne santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la majorité des gens? Ça veut dire qu'à partir de l'âge de 50 ans, la majorité des gens accumulent des conditions qui ont des limites fonctionnelles dans leur vie de tous les jours et qui les empêchent de faire des choses qu'ils aiment. Quand on est actif physiquement et qu'on fait de l'activité physique sur une base régulière, nous réduisons considérablement la rapidité avec laquelle nous accumulons les problèmes, ce qui fait en sorte que l'âge à laquelle nous allons être significativement limité peut être réduit de l'ordre de 20 à 30 ans plus tard, où est-ce qu'on commence à avoir des limitations plus importantes. Ça fait donc que notre qualité de vie est dramatiquement améliorée pendant de longues périodes avant de commencer à être malade et éventuellement de mourir.
Alors, de façon très contemporaine et de façon très pratique, une étude a été présentée dans la presse au mois de novembre dernier. C'est une étude qui avait évalué effectivement la capacité physique, la forme physique des jeunes Québécois et ça a comparé des résultats qui avaient été établis par un test en 1982 et le même test qui a été repris en 2017. Et nous avons noté une diminution dramatique de la forme physique des jeunes. Alors, quand on parle de l'importance de la forme physique dans la prévention des maladies cardiovasculaires, cette situation-là, bien entendu, nous inquiète beaucoup sur le potentiel de développer des conditions cardiovasculaires à un âge de plus en plus jeune. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs des données que nous recueillons. On voit des gens aux extrémités de la vie de façon beaucoup plus prépondérante qu'on avait l'habitude de voir. Fut un temps où la majorité des patients présentant une condition cardiovasculaire étaient d'âge moyen. Nous avons maintenant des gens qui sont beaucoup plus jeunes et des gens qui sont beaucoup plus âgés qui font partie des patients que nous soignons. Alors, point de vue pratique, la prescription d'exercice, l'acronyme FIT, donc en anglais, en bonne santé, ça représente une façon relativement facile de se souvenir comment nous faisons ça pour ceux qui sont intéressés à voir ça. Bien sûr, nous personnalisons l'approche. La fréquence cardiaque, idéalement quotidiennement, mais un minimum 3 fois par semaine, donc échelonné sur la semaine. L'intensité, 40 à 60 de l'effort physique maximum perçu. On peut aller un petit peu plus élevé quand on parle d'exercice avec intervalle. Le type d'activité physique, on recommande une combinaison d'aérobie et de résistance. Et le temps, on parle d'environ 30 minutes par jour, 5 jours par semaine et jusqu'à 1 heure par jour si vous le souhaitez. Et là, vous avez le bénéfice maximal de l'exercice. Idéalement, on recommande d'avoir une exposition à la nature en pleine conscience pour les effets biologiques liés à ça. Et là, je vous montre un exemple de nos groupes d'entraînement physique dans le parc en face de notre centre de réadaptation en face du centre épique qui s'entraînent en plein air pour essayer d'aller chercher le bénéfice de l'exposition en question. Alors, en résumé, au moins 30 minutes d'exercice par jour au choix et tous les exercices comptent. Il faut que ça soit assez intense pour être essoufflé pour avoir les bénéfices cardiovasculaires. Il faut inclure une forme de renforcement musculaire 2 fois par semaine idéalement et inclure la nature. Donc maintenant, si on passe à l'autre élément fondamental de la prévention, on parle de bien s'alimenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Nous préconisons bien sûr une approche globale à l'alimentation. Il y a le guide alimentaire canadien qui propose au moins 4 grands thèmes qui nous apparaissent particulièrement sensés et pertinents. Donc, prendre connaissance des habitudes alimentaires, savourer les aliments, prendre des aliments en bonne compagnie et en faire un événement positif et cuisiner le plus souvent possible pour être capable de bien contrôler et de bien comprendre ce qu'on mange. Maintenant, les aspects qualitatifs, et là encore une fois, c'est très important dans le contexte de la prévention. La base de notre recommandation est le régime alimentaire méditerranéen. Vous voyez dans la pyramide de droite, ce que nous recommandons de consommer d'une part à tous les jours, c'est en bas de la pyramide. Quelques fois par semaine, c'est au milieu de la pyramide et rarement, c'est en haut de la pyramide. Alors, grosso modo, les produits céréaliers à grains entiers, tous les jours, les fruits, les légumineuses, les légumes, l'huile d'olive particulièrement et les produits laitiers maigres. Et puis ensuite, on y va au niveau, quelques fois par semaine, les protéines de type poisson, viande rouge maigre et volaille et les œufs, éventuellement très rarement les sucreries et les pâtisseries. Alors, de façon ultra simplifiée, toujours un minimum de 4 couleurs dans l'assiette, les fruits et les légumes particulièrement, l'huile d'olive et noix comme gras dans l'alimentation, peu de fromage, peu de viande, et grosso modo, ce qu'il y a 4 pâtes, c'est moins bon que ce qu'il y a 2 pâtes, et ce qu'il y a 2 pâtes, c'est moins bon que ce qu'il n'y a pas de pâtes. Alors, en résumé ici, de façon schématisée, vous retrouverez ça sur le site de l'Université Harvard qui vous propose essentiellement les proportions. Donc, la moitié de l'assiette devrait être fruits et légumes avec une prédominance de légumes, céréales complètes, protéines 50 et on ajoute à ça des huiles santé et de l'eau pour s'hydrater. C'est ce qui est donc recommandé. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Alors, ça a été évidemment bien étudié dans le passé. La dernière étude d'envergure est l'étude qui s'appelle Cordioprev, qui a étudié l'alimentation méditerranéenne comparée à un groupe qui n'est pas un groupe contrôle avec des alimentations nord-américaines de base, mais bien un groupe contrôle qui a une alimentation réduite en gras. Et malgré tout, on a réussi à avoir des bénéfices cardiovasculaires de l'ordre de 27 et ça, c'est malgré un traitement qu'on peut considérer moderne en termes de traitement médicamenteux. Donc, on peut avoir beaucoup d'amélioration de ce point de vue-là, en plus des traitements médicaux. Et là, on parle ici de 4 à 6 cuillerées d'huile d'olive par jour. On parle de 3 fruits, 3 légumes par jour, des grains entiers, encore une fois, des noix, des poissons,
peu de viande rouge et très peu de choses transformées. L'alcool, pour ceux qui en prennent en quantité limitée. Ensuite, quelques variantes du régime méditerranéen. On parle beaucoup de personnalisation. On parle d'un régime méditerranéen qui peut être plus réduit en glucides pour ceux chez qui c'est pertinent, intolérance au glucose, prédiabète, diabète ou surcharge pondérale. Une version quand même qui est de plus en plus populaire, c'est la version verte, donc le régime méditerranéen vert, forte tendance végétalienne. Et puis évidemment, il y a une version pesco-végétalien qui représente un régime méditerranéen, mais sans viande animale, et où on limite les protéines en termes de poisson et végétal. Alors, un bref mot sur le poids santé. Alors, il y a eu malheureusement une augmentation du poids moyen des personnes de l'ordre de 30 livres en 50 ans, sans aucune modification de la génétique populationnelle. C'est une période trop courte pour cet élément-là, ce qui témoigne essentiellement d'une époque d'abondance alimentaire absolument sans précédent. Et évidemment, ça met en relief le fait que notre physiologie humaine, qui a évolué dans le temps et dans l'histoire pour faire face à la rareté de la nourriture, est complètement inadaptée à cette condition-là où la surabondance alimentaire est présente partout. Évidemment, ça se combine avec le fait que la restriction calorique, donc ce que les gens appellent faire une diète, c'est extrêmement difficile à soutenir sur de longues périodes. Alors, au fil des recherches et notre expérience clinique l'a montré, nous avons effectivement proposé et reconnu qu'il y a une alternative potentiellement intéressante à la restriction calorique qui s'appelle l'alimentation restreinte dans le temps, ou Time Restricted Feeding. D'autres appellent ça un certain jeûne intermittent. Ça ne s'adresse évidemment pas aux jeunes, ça ne s'adresse pas non plus aux gens qui ont des problèmes alimentaires, ça ne s'adresse pas aux gens non plus qui ont des difficultés d'ordre psychologique liées à la nourriture. Ça s'adresse vraiment à des gens qui ont une surcharge pondérale et qui tentent par tous les moyens de s'améliorer sur le plan métabolique. Alors, on représente essentiellement une période de la journée où notre corps n'est pas exposé à des calories ou à du sucre facilement disponible, ce qui lui permet d'aller puiser dans les réserves de gras, particulièrement le gras abdominal, pour tenter de le réduire. Alors ça, c'est une approche qui est assez faisable pour une proportion des gens significative. Nous avons plusieurs études montrant les bénéfices métaboliques et nous sommes actuellement dans l'attente d'une grande étude pour montrer effectivement l'impact sur les événements cardiovasculaires, mais nous pensons que c'est une approche qui rend service à un certain nombre de personnes. Alors, en conclusion, si vous me permettez, l'athérosclérose peut être largement prévenue et contrôlée en 2023 par une approche combinée. L'approche basée sur des habitudes de vie saines est fondamentalement nécessaire en prévention d'athérosclérose et de ses complications. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'alimentation et l'exercice doivent être reconnus comme des traitements aussi importants que les traitements médicamenteux et les traitements de haute technologie. Évidemment, les bénéfices des traitements médicaux et non pharmacologiques sont complémentaires et additifs. Donc, c'est très important de faire les deux. Et de nouveaux facteurs de risque ont émergé. On devrait peut-être les considérer et sûrement les considérer, en fait. Évidemment, le concept d'espérance de vie en bonne santé doit être promu maintenant. Je pense que c'est tout à fait à la mode. Alors, évidemment, c'est un survol. Je vous propose, pour ceux qui ont un intérêt, d'aller voir l'Observatoire de la prévention. C'est un site web administré par l'Institut de cardiologie de Montréal et particulièrement Martin Junot. C'est une source exceptionnelle d'éléments validés, plusieurs dossiers pertinents et contemporains. Et puis, je vous invite aussi à venir visiter, sinon devenir membre de notre centre de prévention et de réadaptation ouvert au grand public. Alors, bienvenue à tous si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Lallier. C'était vraiment super intéressant. Je vais juste cesser le partage d'écran. Donc, j'invite les participants à écrire leurs questions dans la section Q&A. On a déjà quelques questions qui sont entrées. Donc, la première question, c'est est-ce que la fréquentation du sauna est bénéfique pour la santé cardiovasculaire? Alors, c'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons un expert de renommée mondiale qui travaille avec nous au Centre EPIC, qui s'appelle Daniel Gagnon, et il est en train de faire exactement ces études-là. Nous savons effectivement qu'il y a des impacts physiologiques importants à l'exposition à la chaleur en termes des efforts physiques que ça représente. Même chose avec les autres extrêmes, par exemple le froid. Maintenant, le bénéfice clinique escompté est en train d'être déterminé. Donc, nous n'avons pas encore la réponse à cette question-là, mais c'est en chemin. OK, merci. Une autre question. Est-ce que la tachycardie est un premiers avertissements de problèmes cardiaques sérieux?
Alors, ça aussi, c'est une excellente question. Merci beaucoup. Donc, la tachycardie est une fréquence cardiaque élevée. Cette fréquence cardiaque-là élevée est effectivement un signe de plusieurs conditions, mais qui ne sont pas nécessairement liées au fait d'être une maladie comme telle. Alors, on ne peut pas vraiment équivaloir la tachycardie à une maladie. Par contre, il y a des situations où la tachycardie est le premier signe de maladie. Alors, c'est assez variable. On ne peut pas généraliser tant que ça. Mais quand tu as quelqu'un de tachycardie qu'on appellerait inapproprié, ça mérite une investigation. Parfait, merci. Les questions rentrent. Donc, est-ce qu'un supplément pourrait être utile, vitamine B6, B12, acide folique? Alors, je présume que la question fait référence à l'alimentation de manière générale. Alors, quand nous avons étudié la diète méditerranéenne, par exemple, dans son ensemble, il n'y avait pas de ces suppléments-là en particulier. C'est assez complexe, la science de l'alimentation. Il y a une interaction importante entre les différents aliments. La valeur nutritive est souvent liée à d'autres éléments contenus dans la nourriture. C'est pour ça que les suppléments, ce n'est pas simple. Il n'y a pas énormément de succès dans l'histoire avec des suppléments comme tels. Alors, de façon générale, à moins d'une carence identifiable et identifiée, on ne recommande pas nécessairement les suppléments chez les gens qui ont une alimentation complète et variée. Parfait. Question d'actualité. Que pensez-vous du 1 verre de vin par jour? Alors, oui, c'est tout à fait d'actualité. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup parler dans les médias actuellement. Il y a eu une publication récente d'un organisme qui est pressenti pour donner les recommandations globales, qui a proposé une réduction significative des doses et des quantités sécuritaires. Je dirais que nous avons, à titre d'experts en maladies cardiovasculaires, une approche quand même plus nuancée. Quand on regarde effectivement les résultats des études cliniques, il y a assez clairement un bénéfice d'une quantité modérée ou légère à modérée d'alcool sur les infarctus du myocarde. Et il y aurait, selon nous en tout cas, encore un signal pour montrer qu'il y aurait une réduction de la mortalité globale chez les personnes qui prennent une petite quantité. Et donc, du point de vue pratique, pour ceux on ne recommanderait peut-être pas aux gens de commencer à consommer de l'alcool, mais on pourrait recommander à ceux qui en prennent d'en prendre une quantité modérée, mais pas nécessairement de cesser parce que nous reconnaissons quand même un bénéfice. Alors, on est un peu plus nuancé. Puis encore une fois, la semaine dernière est sortie une étude sur 4 millions de Coréens qui montre qu'une petite quantité d'alcool peut avoir un bénéfice sur la démence. Alors, on pense que ce n'est pas tout à fait vrai que ça pourrait être, disons, complètement néfaste de A à Z. Donc, nous avons une approche un peu plus nuancée par rapport à ça. Parfait. Merci. On entend aussi beaucoup d'opinions différentes sur les œufs. Qu'en est-il au juste? Alors, ça aussi, c'est une excellente question et très pertinente. Donc, les œufs, évidemment, il y a effectivement des données discordantes. Quand nous recommandons et nous regardons ce qui a été fait, par exemple, avec la diète méditerranéenne, il y a une composante, évidemment, de cholestérol inclus dans le jaune d'œuf. Il y a aussi d'autres substances que le cholestérol contenu dans le jaune d'œuf, par exemple la phosphatidylcholine. Et ça fait en sorte que du point de vue pratique, il y a un impact sur de mauvais facteurs de risque. Donc, nous reconnaissons l'impact négatif des œufs sur certains facteurs de risque et sur certains risques de maladies cardiovasculaires. Dans les études bien faites et contrôlées, il était recommandé de consommer autour de 1 à 2 œufs ou maximum 4 par semaine. Et c'est encore ça que nous recommandons. Donc, ce n'est pas une abstinence complète, mais c'est quand même éviter d'en consommer une quantité qui représenterait une quantité excessive. Et là, on parle de plus que 2 à 4 par semaine. Parfait. On parle beaucoup aussi du jeûne intermittent. Donc, pouvez-vous donner plus de détails Oui. et combien de temps le jeûne est recommandé? D'accord. Donc là, le jeûne intermittent, c'est effectivement quelque chose qui est assez à la mode et qui commence à faire et avec lequel on commence à avoir plus d'expérience, comme on l'a dit. Donc, pour nous, la première étape serait une étape où on recommanderait ce qu'on appelle le jeûne de la prise de sang. Ça veut dire exactement, ça veut dire quand on finit de souper, essentiellement, nous ne mangerions pas jusqu'au lendemain matin. Ce que ça veut dire une douzaine d'heures de jeûne naturel pendant la nuit. Et ce qui fait en sorte que dès la 8e ou la 9e heure, les impacts du jeûne sur la biologie sanguine, si on veut, commenceraient à se faire sentir avec l'apparition de corps cétoniques, qui est un peu l'élément clé de cette approche-là diététique. Donc, nous recommandons, dans un premier temps, d'éviter donc de manger le soir après le souper avant le lendemain matin au déjeuner. Chez certaines personnes qui ont des désordres métaboliques plus importants,
ce moment-là, on recommanderait d'aller dans un jeûne un peu plus long. Et là, on parlerait de 16 heures de jeûne pour 8 heures de période dans la journée où on est exposé à des nutriments et à de la nourriture. Ce qui fait en sorte que là, on irait jusqu'à l'heure du midi sans manger. Et là, on parle le matin, à ce moment-là, de prendre des choses qui ne contiennent pas de substances qui vont stimuler l'extraction de glucose ou l'utilisation de glycogène, par exemple. Nous recommandons, par exemple, un café noir ou un grand verre de thé ou des choses comme ça pour débuter la journée, mais on ne recommanderait pas nécessairement de manger à ce moment-là. Puis évidemment, on se rend jusqu'à l'heure du dîner et là, on mange normalement. L'avantage de cette approche-là, à notre avis, c'est que c'est faisable pour une partie des gens. Je ne dis pas nécessairement facile, mais c'est quand même faisable pour une partie des gens, beaucoup plus que de commencer à restreindre dramatiquement ce qu'on mange et de changer dramatiquement l'alimentation à cause de l'aspect social, effectivement, du dîner, du souper avec la famille, par exemple, des choses comme ça. Donc, on pense que c'est une approche qui va être un peu plus facile à accepter pour certaines personnes et à suivre. Parfait, merci. On a une question pour juste clarifier. Quand on parle de diabète, y a-t-il une différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Alors, encore une fois, c'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. Alors oui, il y a une différence très, très importante entre le diabète de type 1 et de type 2. La majorité de mes propos faisaient référence au diabète de type 2 lié au surpoids et à la résistance à l'insuline, contrairement au diabète de type 1 qui est relié plutôt à une pénurie ou à une absence de capacité du pancréas à produire de l'insuline pour une raison immunitaire. Donc, c'est complètement différent. Un est le diabète juvénile de l'enfance et l'autre est un diabète plutôt de l'âge adulte. Est-ce qu'il y a des risques par rapport au le diabète avec le jeûne intermittent? Oui, alors, c'est pertinent. Il y a une complexité là qui est claire parce qu'évidemment, les gens qui sont diabétiques souvent prennent des médicaments contre le diabète et certains de ces médicaments-là peuvent provoquer des hypoglycémies. Il est donc fortement recommandé quand vous êtes diabétique et vous tentez de faire une approche de ce type-là, ça doit être fait par une supervision avec des gens qui ont de l'expérience. On a une assez grande expérience au centre EPIC maintenant avec ça. Nous avons une clinique de rémission du diabète. On ne parle pas d'une clinique de traitement du diabète, mais bien de rémission du diabète. Et donc, chez les patients qui sont diabétiques, on arrive à enlever ce diagnostic-là de leur dossier avec une approche extrêmement intensive d'intervention à la fois alimentaire et exercice. Donc, il y a possibilité d'envisager la rémission du diabète dans certaines circonstances. Parfait. On a une question par rapport au vinaigre. Est-ce que c'est bon pour dégorger les artères? Oui, alors c'est une question importante. Le vinaigre, surtout le vinaigre balsamique, est un vinaigre qui a été essentiellement changé et modifié. On ne parle pas de l'acide acétique de base. Là, on parle d'un vinaigre qui aurait été vieilli. Évidemment, ce vieillissement-là a une importance sur la composition du vinaigre et ça ne contient pas à ce moment-là pas seulement l'acide acétique. De ce point de vue-là, il pourrait y avoir un intérêt. Maintenant, ça n'a pas été étudié en autant de détails pour être capable de faire une conclusion vraiment absolument franche. Mais évidemment, il y a quand même un élément là-dessus sur le vieillissement, par exemple, dans des fûts, pour essayer d'avoir une évolution du vinaigre qui serait plutôt favorable en composition phénolique, par exemple, inclus dans cette alimentation-là. On a une autre question. Donc, une personne ayant un souffle au cœur est-il plus à risque d'avoir un AVC ou une crise cardiaque? Alors, c'est une question fort intéressante. Donc, un souffle au cœur, c'est quand même assez vague. Alors, il y a plusieurs catégories de souffle au cœur. Ça peut être lié, par exemple, à des problèmes de valves cardiaques. Ça peut être aussi relié à des problèmes de muscles cardiaques. C'est en sorte qu'il faut déterminer avec précision de quoi il s'agit et quelle est la cause du souffle cardiaque. Donc, une fois que ça c'est dit, évidemment, selon la cause expliquant le souffle, là, évidemment, on va être capable de déterminer l'impact de ça sur le risque, entre autres, de faire un ACV ou une crise cardiaque. Alors, pour l'instant, ça demanderait des précisions avant de pouvoir se prononcer. Parfait. Ici, donc, si 4 personnes sur 7 ont des cardiomyopathies dans la famille, quel est le risque pour les 3 autres et qu'est-ce qu'on va surveiller? OK, donc tout ça, encore une fois, c'est des bonnes questions. Dans la catégorie de l'histoire familiale de cardiomyopathie, il y a 2 formes d'hérédité. Il y a l'hérédité dominante et l'hérédité récessive. Alors, quand on est capable d'identifier parfois certaines mutations génétiques, nous avons un centre de génétique cardiovasculaire de pointe ici à l'Institut de cardiologie de Montréal, on est parfois capable de bien déterminer ça avec précision. Dans certains contextes, par contre, quand on n'est pas capable d'identifier soit une mutation précise ou que le mode
de transmission n'est pas absolument clair. C'est difficile de déterminer avec précision c'est quoi le risque, mais ce risque-là pourrait aller dans le cadre d'une condition dominante, par exemple, à 50 de chance pour chaque personne descendante d'une personne atteinte, par exemple. Donc, ça pourrait aller jusqu'à un niveau quand même très élevé. Alors, il faut savoir exactement quel est le gène, comment ce gène-là se transmet. Puis après ça, évidemment, on est capable d'avoir une variation quand même sur un même thème dans la catégorie de la transmission génétique, mais il reste qu'on est capable quand même, en fonction du type de gène et du type de cardiomyopathie, de préciser ça quand même un peu. Parfait. On va revenir vers le diabète. Donc, est-ce que les injections d'Ozempic, parce qu'on en entend beaucoup parler sur ici, peuvent aider? Oui. Alors, bien évidemment, c'est tout à fait d'actualité. Vous avez absolument raison. Donc, l'Ozempic, pour ceux qui ne le connaissent pas si bien que ça, c'est un médicament qui a deux propriétés. D'une part, contrôler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, mais aussi, ça a la propriété de faire perdre du poids. Donc, dans ce contexte-là, ça vient jouer sur deux éléments fondamentaux de ce qu'on reconnaît comme étant la cause du diabète. Et de ce point de vue-là, on pense qu'effectivement, c'est un médicament et il y a d'autres médicaments dans cette même catégorie-là ont un rôle peut-être un peu différent des médicaments qui traitent simplement la glycémie. Maintenant, il va sans dire qu'une approche comme ça n'est pas une approche qui nous apparaît aussi porteuse qu'une approche basée sur les saines habitudes de vie. Alors, on pense que c'est un élément qui va probablement devoir être considéré quelque part pour aider, mais on pense quand même que la base du traitement du diabète ne représente pas, on pense que c'est un désordre à la base alimentaire et d'accumulation de ressources, on veut, d'énergie. Évidemment, de ce côté-là, ça nous apparaît assez pertinent d'envisager une approche non pharmacologique de base. Ce n'est pas ça en soi autant que la combinaison ou encore une approche non pharmacologique qui nous apparaît la plus porteuse. Parfait. Merci. Autre question. Est-ce que le tai chi et autres techniques de méditation en mouvement comptent pour de l'activité physique? La réponse à ça, c'est oui. Évidemment, le niveau d'intensité d'activité physique a une importance aussi, mais j'ai mentionné tantôt qu'il y avait aussi une composante de musculation qui était importante pour renforcer les muscles. Ça avait aussi une importance vraiment assez bien définie sur la capacité des muscles, entre autres, d'utiliser du glucose. Ça a aussi une importance aussi au niveau de la forme physique générale. Alors, ça vient complémenter. Ça se veut quand même quelque chose de tout à fait pertinent et utile. Flexibilité, force musculaire et équilibre, c'est tout à fait pertinent. Parfait. Mais le niveau d'intensité a aussi une importance. Donc, j'ajouterais à des activités physiques relativement peu intenses sur le plan cardiovasculaire une composante avec une intensité plus élevée dans un régime global. De monter les escaliers. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on revient à l'alcool? Parce que sur les 80 questions que nous avons dans le chat, on en a vraiment beaucoup sur l'alcool. Est-ce que l'alcool du vin contribue à augmenter le taux de mauvais cholestérol? Alors, la réponse à cette question-là, c'est globalement non. Alors, ça pourrait théoriquement aider à améliorer le bon cholestérol, mais ça n'augmente peu ou pas le mauvais. Pour ou contre des statines pour les femmes de 65 ans et plus avec un taux de cholestérol total de 5? Alors, encore une fois, une excellente question. Alors, donc, il y a deux contextes potentiels à cette question-là. D'une part, les patientes qui auraient eu un événement cardiovasculaire ou les patientes qui seraient en prévention primaire. Donc, effectivement, chez les femmes qui sont en situation de prévention primaire, les données sont un peu moins fortes sur les bénéfices de ce médicament-là. En revanche, si vous avez un cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol au-dessus de 5, il y a quand même une recommandation assez claire pour dire que vous allez avoir un bénéfice de prendre la médication. Alors, on y va avec une approche globale, à la fois non pharmacologique, mais aussi pharmacologique dans un certain temps. Mais évidemment, j'apporte les bémols en question pour dire que c'est effectivement en prévention primaire, autant chez les femmes que chez les hommes, mais peut-être particulièrement chez les femmes, les statines ont un rôle un peu plus limité. À votre connaissance, comment pouvons-nous augmenter la quantité de HDL sanguin? Alors, donc le bon cholestérol, comment on peut l'augmenter? Alors, les éléments les plus utiles, et c'est intéressant parce qu'au cours des dernières années aussi, il y a eu une évolution sur notre compréhension de l'effet du bon cholestérol. Alors, bien que dans les situations historiques, le bon cholestérol ait toujours été associé à une réduction des éléments cardiovasculaires, il y a maintenant beaucoup de raffinement et ce n'est pas toujours que le bon cholestérol est si associé à une amélioration des éléments cardiovasculaires. Néanmoins, quand on regarde des particules de bon cholestérol biologiquement actives et fonctionnelles,
À ce moment-là, on pense à augmenter ce niveau-là en faisant en particulier de l'exercice et un peu avec l'alimentation, mais c'est surtout l'exercice et la cessation tabagique qui seraient les deux éléments les plus cruciaux pour tenter de l'améliorer. Parfait. Est-ce que le sirop d'érable est un bon sucre? OK, encore une fois, une bonne question particulièrement pertinente en cette fin du mois de février, peut-être début du mois de mars. On se prépare pour la semaine prochaine. Exactement. Donc, effectivement, il faut retenir quand même que le sirop d'érable, comparativement à du sucre blanc, par exemple, contient une petite quantité d'éléments, disons, de constituants favorables au niveau, par exemple, des antioxydants. Mais il reste que globalement, c'est du sucre et puis vous ne passerez pas à côté. Si vous prenez du sirop d'érable, il faut vous considérer ça quand même comme étant du sucre. Parfait. Est-ce que les problèmes cardiaques sont héréditaires? Alors, excellente question. On a abordé un petit peu tantôt le sujet sur l'hérédité. Il y a certains cas particuliers qui sont clairement héréditaires et liés à de la génétique. Il y a par contre des maladies cardiovasculaires et on reconnaît une composante héréditaire polygénique. Ça veut dire que ce n'est pas aussi clair que 1 plus 1 égale 2. Il y a une multitude de gènes qui sont impliqués là-dedans. Et oui, nous reconnaissons une incidence familiale dominante chez certaines personnes. Par contre, il y a une majorité quand même de la maladie cardiovasculaire qui est, pardon, liée aux habitudes de vie. Alors, chez les familles, on retrouve des habitudes de vie semblables souvent et c'est souvent ça qui explique. On peut prendre une petite gorgée d'eau. Est-ce qu'on fait des questions à rafale? Quand quelqu'un a fait un infarctus du myocarde à 38 ans, est-ce que son espérance de vie peut être moins longue? Alors, encore une fois, il faut essayer de se poser des sérieuses questions sur la cause de l'infarctus aigu du myocarde. Si cette cause-là est de l'athérosclérose précoce, évidemment, nous allons tenter de changer ce devenir-là en modifiant le profil de risque des gens de façon très significative. Si quelqu'un présente de l'athérosclérose précoce et que nous ne modifions pas son profil de risque, il y a pratiquement une garantie qu'effectivement l'espérance de vie va être réduite. En revanche, on a aussi des exemples absolument extraordinaires où les gens ont présenté une maladie cardiovasculaire précoce, mais qui ont changé énormément leur profil de risque et qui se sont retrouvés à être plus en santé que beaucoup de leurs congénères qui n'avaient pas eu la chance de modifier leurs habitudes de vie. Alors, un petit mot d'encouragement ici pour dire que c'est faisable de modifier le futur. Tout est dans les habitudes. Oui, en bonne partie. Doit-on réduire l'apport de calcium pour réduire la calcification de la valve aortique? Alors, nous pensons que ce n'est que pas ou peu lié à l'apport de calcium dans l'alimentation. On pense que c'est surtout lié à des facteurs physiques liés au niveau de la valve. Opinion sur le chocolat noir à 70 %? Alors, déjà, le chocolat noir à 70 oui, oui. Alors, le chocolat noir à 70 on pense que c'est quand même un peu mieux que le chocolat au lait habituel. Il reste que c'est effectivement un chocolat qui contient malgré tout quand même pas mal de sucre. Alors, il faut quand même le voir un peu comme ça aussi. Donc, en quantité limitée, on est d'accord, mais il faut quand même le considérer dans notre consommation de sucre quotidienne. Est-ce qu'une personne ayant un excès de poids peut bénéficier de tous les bienfaits si celle-ci est active et ayant une alimentation qui suit les recommandations? Oui, alors donc, je pense que la question fait référence à la distinction entre le poids et la forme physique. Alors, c'est absolument vrai. Il y a possibilité, effectivement, que quelqu'un soit en état de surpoids, mais qu'il soit en bonne forme physique. Et ça, c'est une situation qui est quand même beaucoup plus souhaitable que d'être en surpoids et de ne pas être en bonne forme physique. Maintenant, il faut mesurer, il faut être capable d'évaluer si la condition d'excès de poids engendre des impacts métaboliques néfastes, auquel cas l'ensemble de ces derniers peuvent ne pas être complètement pris en charge par l'activité physique. Donc, en général et de façon habituelle, il y a une complémentarité entre les deux, la forme physique et effectivement la perte de poids dans une certaine mesure, quand c'est mesurable par des impacts biologiques. Là. Parfait. On a parlé un peu du bruit. Est-ce que le volume des écouteurs, la construction, ainsi de suite, peut avoir une incidence? Oui, alors évidemment, il y a effectivement quand même des études qui ont démontré que l'excès de bruit dans l'environnement immédiat des gens a ou peut avoir un impact sur les événements cardiovasculaires. Alors maintenant, comment ça fonctionne exactement, cette situation-là? Ce n'est pas absolument bien documenté. Est-ce que c'est parce que les gens ont plus de stress? Est-ce que les gens sont tension artérielle est plus augmentée parce qu'ils sont stressés?
Est-ce que c'est parce que les gens dorment moins bien et qu'ils ont donc un sommeil moins réparateur? Alors, exactement, le lien n'est pas absolument clair. Est-ce que le moment de la journée ou est-ce que c'est si vous écoutez une très belle musique forte, est-ce que ça a le même impact que si vous entendez le marteau-piqueur à côté de chez vous à 2 heures du matin ou un avion qui atterrit? Permettez-moi d'en douter, mais évidemment, ce n'est pas absolument documenté aussi bien qu'on aurait souhaité pour l'instant. Mais ça, c'est une science qui est en évolution et pour laquelle on obtient des résultats à toutes les semaines ou à tous les mois. Là. Parfait. Tantôt, on a parlé de la diète méditerranéenne. Que pensez-vous de la diète cétogène ou keto? Alors, d'accord. Donc, effectivement, c'est un peu une évolution de ça, à la mesure où la diète cétogène, le concept dans notre vie est recevable pour les gens qui ont effectivement une situation qui n'a pas réussi à être prise en considération par d'autres approches. On pense que c'est une approche quand même qui est assez intensive et assez extrême, mais on est quand même d'accord avec le concept de réduire l'exposition au sucre pour réduire la sécrétion d'insuline, améliorer la résistance à l'insuline des gens et éventuellement induire une production de corps cétonique, de là la diète cétogène, pour y arriver. Le problème que nous avons actuellement, c'est que ça nous apparaît peu souhaitable de consommer une quantité de gras excessive qui est de mauvaise qualité et dangereuse pour les problèmes cardiovasculaires. Alors, quand nous recommandons, dans certains cas exceptionnels, la diète cétogène à nos patients, nous recommandons une diète cétogène basée sur la consommation de bons gras et des gras favorables à la santé cardiovasculaire. Et là, on parle de noix, d'avocat et d'huile d'olive, grosso modo. Alors, on a rapidement fait le tour, mais c'est cette distinction-là, je pense que j'aimerais apporter à ce stade-ci pour discuter de la diète cétogène. Oui, je pense que c'est important. Est-ce que, on va prendre une dernière question parce qu'on arrive bientôt à 13 heures. Est-ce que le diabète est réversible? Alors, ça, c'est une excellente question et absolument pertinente pour nous. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que nous avons au Centre EPIC une clinique de rémission du diabète. Et c'est donc dire que la réponse à cette question-là, c'est un retentissant oui. Maintenant, est-ce que c'est facilement atteignable? Ce n'est pas absolument clair que c'est facilement atteignable. En fait, c'est assez clair que ce ne l'est pas. Ça demande vraiment une motivation et une implication exceptionnelle de la part des gens. Faisable, par contre. Et je vous donne un exemple, un chiffre rapide. Si vous perdez 15 kilos, 30 livres, vous avez 85 des chances de vous trouver en état de rémission du diabète. Alors oui, c'est faisable. Parfait. Qui peut fréquenter le Centre EPIC? Parce qu'on en a parlé à la fin de votre présentation. Mais je remercie la personne qui posait la question. Donc, effectivement, le Centre EPIC est un centre qui a 2 portes d'entrée principales. J'aurais peut-être dire 3, mais en tout cas au moins 2. La première est la partie via une référence pour une réadaptation cardiovasculaire. Et là, on parle de gens qui ont eu un problème cardiaque qui viennent pour changer leur profil de risque et reprendre une forme physique optimale et donc bénéficier au plein potentiel de l'intervention. En revanche, il y a aussi une possibilité de rentrer à titre de membre, donc comme n'importe quel gym, dans la mesure où vous pouvez devenir membre en payant un frais annuel et venir faire de la prévention dans ce contexte-là et bénéficier des mêmes kinésiologues experts en réadaptation cardiovasculaire qui vont faire des entraînements physiques grand public. Et donc, je vous encourage à consulter, dans le fond, le site Web. Vous pouvez venir à titre de membre souhaitant se remettre en forme ou souhaitant se mettre en forme ou souhaitant réduire ses facteurs de risque dans un contexte qu'on va appeler ludique là, et qu'on va appeler quand même basé sur la science, peut-être plus que d'autres gyms. Donc, tout à fait bienvenue à titre de grand public. Parfait. Ouais. Donc, je vous remercie. Malheureusement, on a plus d'une centaine de questions. Donc, comme vous l'avez mentionné, Dr Lallier, pour tous les participants, vous pouvez toujours aller voir le site de l'Observatoire de la prévention. Je pense qu'il y a une multitude d'informations qui étaient en lien avec les questions. On a essayé de faire le tour le plus possible des questions pour essayer de faire des regroupements thématiques. Merci beaucoup. C'était vraiment fort intéressant. Merci à tous les participants. Pour nous, c'est un record. On avait près de 500 personnes qui étaient en ligne avec nous ce midi. Vous allez recevoir un sondage. On veut créer une tradition de faire quelques fois par année des webinaires justement qui sont instructifs et qui vous permettent de pouvoir mettre en application les bonnes pratiques partagées par nos médecins. En terminant, je vous rappelle aussi qu'on est dans le mois du cœur. On a un partenariat avec la compagnie Canadien Pacifique qui jumelle tous les dons
qui sont faits au cours du mois, qui sont mensuels, donc jusqu'à concurrence de 25 000 $. Donc, votre générosité est importante. Puis peut-être en terminant, Dr. Lallier, à quel point les dons sont importants pour la prévention? Oui, alors je pourrais dire que c'est effectivement absolument fondamental. J'ai parlé tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question sur la possibilité de faire de la rémission du diabète. Eh bien, c'est absolument grâce à une subvention exceptionnelle de la Fondation que nous avons réussi à mettre sur pied une clinique de rémission du diabète. Encore une fois, c'est très avant-gardiste. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend parler de façon générale dans l'ensemble des cabinets de médecins ou dans l'ensemble du réseau de santé du Québec. Mais nous réussissons à faire des choses comme ça innovantes et des choses nouvelles avant qu'on puisse obtenir du financement public. Ça nous permet d'aller de l'avant avec des initiatives qui nous apparaissent porteuses et innovantes. Donc, de ce point de vue-là, l'argent donc philanthropique n'a pas d'égal et on ne peut pas s'en passer de toute évidence. C'est un accélérateur. Il n'y a aucun doute. Ouais. Donc, ceci conclut notre webinaire et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci tout le monde pour votre participation. Au revoir.